Merci, merci de m'avoir invité aujourd'hui. Je viens de l'INRIA, voilà, et donc je vais présenter aujourd'hui le projet Camopi, la capture et modélisation du pied chaussé en mouvement. C'est un projet qui démarre tout juste. Alors j'aime bien commencer à présenter Camopi en disant que c'est un peu le retour du pédoscope. Alors qu'est-ce que c'est que le pédoscope? C'est un appareil radiographique qui a été inventé dans les années 20. Et l'idée, en fait, c'était de mettre son pied dedans. C'est un appareil qui était disponible chez les marchands de chaussures, hein. On mettait son pied dedans et puis on pouvait regarder si c'était la bonne taille, quoi. Donc donc à l'époque où évidemment la radioactivité, la radiation, tout ça, c'était vraiment à la mode. C'est beaucoup moins le cas maintenant, évidemment. Mais donc on mettait des enfants dedans, etc. Bon, c'était normal. Et c'était présenté comme étant vraiment scientifique, quoi. Le moyen scientifique de trouver la bonne chaussure à son pied, hein. On avait un petit certificat, on vantait les mérites, ça permet d'éviter d'essayer plusieurs chaussures au pif, c'est quand même beaucoup plus simple. Voilà. Et voilà, donc ça c'était dans les années 20. Alors le pédoscope, donc ça c'est une image assez bonne, des meilleurs appareils. Donc ce qu'on pouvait voir, c'est effectivement on voyait le squelette, hein, quand même. On voyait aussi la chaussure, on pouvait bouger un petit peu les orteils dedans, donc effectivement on pouvait voir s'il y avait de l'espace ou pas. Par contre, pour les tissus mous, donc peau, muscles, gras, on ne voyait pas très bien quand même. Alors ça pose un petit peu des problèmes parce que quand même pour essayer une chaussure, il n'y a pas que le squelette et la chaussure, il y a quelque chose entre. Donc pour savoir si on a de la place, c'est quand même mieux de voir les tissus mous aussi. Et puis surtout les doses, on s'est rendu compte dans les années 50, les doses étaient vraiment énormes. Il commençait à avoir des problèmes non seulement pour les gens qui essayaient les chaussures, mais aussi pour le personnel, hein, qui était à côté toute la journée, même s'ils prenaient moins à chaque fois, et c'était de façon répétée. Donc les doses, on ne saura jamais vraiment trop quelle dose ça émettait, mais bon, il y a des chiffres, 130 millisieverts par exemple pour une petite manip de 20 secondes. Bon, il y en a certainement des appareils qui faisaient moins, d'autres qui faisaient aussi beaucoup plus. Alors juste pour comparer, hein, donc de nos jours maintenant, si on fait un scan CT d'une extrémité, on peut aller jusqu'à de l'ordre de 5 millisieverts. Donc c'est ce qui est fait de plus, c'est la plus grosse dose médicale qu'on se prend de façon normale en ce moment. Donc le rayonnement mondial, la moyenne de fond, donc ce qu'on prend pendant un an, juste par la radioactivité naturelle et humaine aussi, c'est de l'ordre de 3 millisieverts. Et la dose maximum recommandée pour les pieds et les mains, c'est 50 millisieverts par an. Donc si on va dans un magasin de chaussures, on prend le pédoscope, on essaye 4 paires de chaussures, on a pris la dose pour 10 ans déjà. On a un coup juste pour une paire de chaussures. Donc il y a intérêt à ce qu'elles durent longtemps, ces chaussures. Donc l'idée de ce projet ANR Camopi, hein, c'est un projet financé par l'ANR, c'est un projet de recherche collaboratif avec des entreprises. C'est un peu l'esprit du pédoscope, c'est-à-dire qu'on essaye effectivement de capturer, mais aussi de modéliser le pied chaussé en mouvement. On veut la forme et le mouvement, avec une dose évidemment très largement inférieure. Donc là, on a à peu près, avec l'état des recherches actuelles, on est de l'ordre de 15 microsieverts, donc c'est-à-dire environ 10 000 fois moins que le pédoscope. Et on veut pas non plus juste mettre une personne dedans et regarder si ça va ou si ça va pas. L'idée, c'est de faire des manipulations une fois et ensuite de concevoir des outils qui, numériquement, ensuite permettent de concevoir des chaussures. Alors aujourd'hui, donc le projet Camopi, il a démarré, enfin on a recruté nos doctorants très récemment, donc le projet il démarre. Aujourd'hui, je vais vous présenter les objectifs globaux de ce projet. Je ne vais pas pouvoir aller beaucoup plus loin. Néanmoins, je vais pouvoir quand même vous montrer une grande partie de la technologie dans une deuxième partie qui est derrière, donc qui est de la capture combinée d'objets en mouvement avec vidéo et rayons X. Donc c'est la technologie qui va supporter le projet Camopi, qui va soutenir le projet Camopi. Alors les trois objectifs du projet Camopi, c'est d'abord de faire une capture combinée du mouvement en profondeur et en surface, donc en utilisant en surface en particulier de la caméra vidéo ou des caméras de profondeur, et aussi vraiment en profondeur. Donc, petit problème terminologique, donc la Kinect, on appelle ça une caméra de profondeur, mais c'est parce que ça mesure une distance, une profondeur, mais là, donc aujourd'hui quand je vais parler de profondeur, je veux dire dans la matière, en volume.
Et donc l'idée, c'est pas juste de capturer ces deux modalités, rayon X et vidéo, mais vraiment de les fusionner dans un modèle cohérent. Hein. C'est pas juste de les avoir l'une à côté de l'autre. Donc c'est ça dont je vais parler un peu plus en détail dans la deuxième partie. Ensuite, on va faire une modélisation relativement fine du pied chaussé en mouvement avec un modèle à éléments finis. On va appliquer ensuite les contraintes qu'on aura mesurées en réel avec la plateforme en rayon X et vidéo sur ce modèle rayon X. Et donc ça, ce modèle, ça va nous donner une image assez fine de ce qui se passe dans le pied en mouvement. Mais il faut un cluster pour faire tourner ça. Si on veut faire un certain nombre d'hypothèses, il faut beaucoup de puissance de calcul. Donc on va aussi générer un modèle simplifié qui pourra être utilisé par les industriels. Ce qui m'amène au troisième point, donc l'exploitation industrielle de ce modèle. Donc ça sera de mettre en place des outils d'aide à la conception de chaussures, donc qui seront basés sur les nouveaux modèles qu'on a développés. Donc on ne veut pas remplacer complètement les méthodes standards qui pourtant sont quand même assez simples à l'heure actuelle. Hein. Ça reste l'idée, donc pour concevoir une chaussure de nos jours, il y a ce qu'on appelle une forme, donc c'est effectivement une forme comme l'intérieur du pied chaussant. C'est pas la forme du pied, parce que si c'était la forme du pied, on n'arriverait pas vraiment à rentrer dans la chaussure, c'est un peu plus grand. Et il y a 3 personnes en France, par exemple, elles s'appellent les formiers, qui savent encore faire ça. Donc ils savent gérer ces formes, ils ajoutent un peu de matière à droite à gauche, ils en enlèvent un petit peu, et ensuite ils créent la chaussure autour, ça fait la chaussure. Donc il y a très peu de monde qui le fait, et c'est basé vraiment, c'est très empirique, hein. Il y a 3 personnes qui savent faire ça, et donc il y en a un qui sera impliqué dans ce projet, une de ces 3 personnes. Donc nous, on n'entend pas tout changer, mais on va amener des outils supplémentaires numériques pour quantifier un peu ça. Donc pour ce faire, on a 4 partenaires. Donc on a 2 partenaires académiques, l'INRIA d'où je viens pour la capture et la fusion des données. Et on a aussi les mines de Saint-Étienne, donc qui sont spécialisés dans les modèles FM, qui vont faire la partie modélisation éléments finis. Et du côté des industriels, on a le CTC de Lyon, donc c'est le ex-Centre technique du cuir. Donc c'est un institut public-privé, donc un institut de R&D qui s'occupe de tout ce qui est cuir et chaussures. Donc ils font de la R&D soit pour le compte de l'État, soit pour le compte d'entreprises qui leur demandent du conseil. Et donc eux, ils vont modéliser les chaussures aussi donc avec ce modèle élément fini. Et ensuite, ils vont faire des prototypes réels et valider si ça colle au modèle ou pas. Et on a aussi, donc c'est pas vraiment un industriel, mais on a aussi impliqué Sport Altec, donc le cluster Sport Rhône-Alpes, pour d'une part, pour faire le lien avec tous les industriels, hein, c'est-à-dire donc pour récupérer les spécifications, ce dont ils ont besoin, puis ensuite redisséminer ce qu'on aura réussi à faire. Et donc en termes techniques, on va se baser pas mal sur la plateforme Kinovis qui a été déployée il y a 3-4 ans au CHU de Grenoble, au LADAF. C'est aussi financé par l'ANR, là c'est que de l'équipement. Et donc c'est assez unique dans le sens où il y a 10 caméras vidéo couplées avec 2 systèmes rayon X, des amplis de brillance à faible dose. Donc un peu plus en détail, les objectifs scientifiques. Donc, le premier c'est la capture de pieds chaussés en mouvement avec plusieurs caméras vidéo et rayon X et de fusionner ces 2 modèles pour avoir un modèle volumétrique dense en 3D dans le temps. C'est pas juste d'avoir une image rayon X d'un côté et une image vidéo de l'autre. On aura probablement aussi une plateforme de force. Et puis dans la modélisation du pied en mouvement, je l'ai déjà mentionné avant, on va faire un modèle biomécanique simple pour commencer, un modèle FEM et ensuite un modèle simple. On simplifiera ce modèle en production. Donc pour simplifier le modèle, l'idée c'est de sélectionner un certain nombre de paramètres d'entrée qu'on veut changer, par exemple l'arche de la chaussure, le drop, la rigidité de la tige. On va sélectionner un certain nombre de variables dont les industriels nous auront parlé, auront envie de changer. Et ensuite un certain nombre de variables de sortie, donc par exemple au hasard, hein, la pression sous le talon, la friction sur le coup de pied, par exemple, des variables que les industriels auront envie d'analyser. Ensuite on va faire tourner le modèle complet FEM pour un certain nombre de ces valeurs et on va faire de l'interpolation entre les deux. Donc ça veut dire qu'après on aura un système très simple qui à partir des paramètres d'entrée, donc arche, drop, tige, va nous donner directement, instantanément, les valeurs de sortie sur la friction, la pression, etc. Et donc après, les industriels pourront très simplement, avec un logiciel très simple sur n'importe quel PC, changer un peu des paramètres, puis voir comment ça influe sur le comportement de la chaussure, en termes de performance, de confort, de bien-être. Ça, c'est un petit exemple de capture qui a été fait dans Kinovis, donc capture pieds nus, pieds chaussés. Donc c'est juste pour donner un peu une idée de ce qu'on peut voir.
de nos jours avec de la très basse dose. Donc on voit même beaucoup mieux qu'avec le pédoscope. On a déjà quand même un petit peu commencé dans les éléments finis, dans la modélisation. Donc on a un modèle relativement simple pour l'instant avec un modèle d'os, de tissu mou et de ligaments qui sont que 1D. Donc là je vais vous montrer une petite simulation où on a bloqué le tibia péroné puis on a poussé les métatarses verticalement. Donc ça, on a déjà un modèle relativement simple. Donc maintenant l'idée, ça va être effectivement de prendre les données réelles qu'on a obtenues avec la vidéo et avec les rayons X, et puis de faire en sorte que le modèle, que les contraintes, d'appliquer ces contraintes au modèle élément fini. Et donc finalement, pour l'exploitation industrielle, donc ça sera fait un peu en deux phases. Il y aura une phase un peu simple, on va dire, de conception de chaussures basées images. Donc il n'y aura pas de modélisation, ça on utilise uniquement les données rayons X et vidéo. Ça permet déjà de faire des petites analyses de rayons X. On peut quand même, donc c'est pas de la 3D, mais on peut quand même un peu voir s'il y a quels espaces il y a, en choisissant bien ses plans de coupe, hein, quels espaces il y a entre la chaussure et le pied, etc. Donc un peu à la manière du pédoscope. Ça permettra déjà assez facilement de commencer à faire des prototypes. Et puis ensuite, seulement dans une deuxième phase, on utilisera le modèle simplifié pour créer 4 prototypes de chaussures, ville, course à pied, rando et orthopédique. Et on les comparera au modèle pour voir si ça correspond. Donc voilà, ça c'était pour l'idée du projet Camopi. Maintenant je vais rentrer un peu plus en détail dans la méthode de capture et de modélisation hybride vidéo et rayons X. Donc, alors... Malheureusement, j'arrive pas à faire la vidéo. Bon, c'est un peu dommage, mais c'est pas très grave. Donc, je voulais juste vite rappeler les deux modalités en imagerie médicale de radiographie qu'on a actuelle. Donc, il y a la radiographie planaire, donc c'est pas nouveau. En 1897, il y avait les premiers films rayons X. Enfin, films, j'entends dans le temps. Donc là, donc c'est pas nouveau. Donc ce que je vous ai montré avant avec le pied, hein, ça se faisait déjà il y a 120 ans. Et donc là, c'est très bien parce qu'on a le mouvement, on peut même avoir des hautes fréquences, hein, relativement hautes fréquences, 30 images par seconde dans Kinovis. Donc ça c'est très bien. Par contre, le problème, comme on le voit ici, c'est que c'est projeté sur un plan 2D. Donc l'avantage des rayons X, c'est que ça passe à travers, donc on voit tout ce qu'il y a dedans. Par contre, évidemment, sur un même rayon, tout est accumulé. Donc là, si on regarde les métatarses, par exemple, on ne voit pas grand-chose. Donc l'autre technique, c'est le CT. Donc là, l'idée, c'est que le sujet est statique et qu'on fait tourner autour l'émetteur-récepteur. Donc en français, c'est tomodenssymétrie. J'aime pas trop le terme parce que ça donne l'impression que c'est une méthode de capture, alors qu'en fait, le computed est fondamental. Hein. C'est pas ce qu'on observe, enfin, on n'observe pas directement en 3D. Hein. On observe vraiment des projections 2D comme on le ferait en ciné radio standard. C'est après simplement par calcul qu'on fait vraiment la reconstruction 3D. Et donc je voulais juste présenter ça pour montrer qu'il y a des systèmes récents qui utilisent le code MinCT. Donc ça utilise, au lieu de faire tranche par tranche, directement des volumes. Ça va beaucoup plus vite, ça utilise en gros des systèmes similaires à la ciné radio, ça tourne très vite, on peut faire des scans 3D relativement rapides. Et en particulier ce scanner CT donc, qui se referme ici devant là, et qui permet, donc c'est un scanner spécifique pour le pied, assez récent, et donc qui permet de faire des scans où la personne vraiment est debout et donc dans une configuration où le pied est vraiment applique une force. Donc ça c'est relativement intéressant parce que les scanners standards on est couché et donc on a une configuration dynamique qui n'est pas réelle. Donc là on peut commencer déjà un petit peu à simuler du mouvement. Alors l'idée directrice qu'on a suivie nous c'est ce qu'on a appelé CTFM, donc là, en français tomodenssymétrie par le mouvement. D'accord, donc l'idée c'est d'avoir le meilleur des deux mondes, hein, à la fois de la 3D, donc comme représenté ici d'un CT, mais aussi dans le temps. Alors j'ai bien dit par le mouvement, je n'ai pas dit tomodenssymétrie en mouvement ou tomodenssymétrie du mouvement, j'ai bien dit par le mouvement, parce que je fais bien la distinction entre ce qui se fait déjà un petit peu, donc le CD 4D, où en fait on prend un scanner très rapide, donc beaucoup plus rapide, qui tourne très vite, plus rapide idéalement que
donc le mouvement qu'on va mettre dedans, et en fait on fait une succession de scans. On fait un scan, on bouge un petit peu, on fait un scan, ainsi de suite. Et donc effectivement, on va obtenir une succession de scans 3D. Alors comme le sujet bouge, bon, s'il ne bouge pas trop vite, ça va passer, quoi. Il y aura des petits artefacts. Donc ça va, vu que le sujet a bougé, que normalement on doit rester statique pendant que le scanner tourne. On peut un peu les corriger. Enfin bon, bref, le mouvement c'est considéré comme du bruit qu'on va essayer d'éliminer. Et ensuite on va reconstruire en 3D. Donc on aura un modèle 3D à l'instant T, un autre à l'instant T plus 1, et ainsi de suite. Et ces modèles ne sont pas corrélés. C'est un modèle à un instant T, ensuite on a un nouveau modèle à l'instant T plus 1, et ainsi de suite. Nous, ce qu'on va faire, c'est similaire, mais l'intuition est différente. Ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut faire les formes et le mouvement, mais simultanément. On ne veut pas capturer des formes indépendamment les unes des autres. Et donc on va utiliser le mouvement réel pour faire la reconstruction. Donc c'est bien pour ça que j'ai dit par le mouvement, c'est qu'on va utiliser le mouvement réel du sujet pour faire la reconstruction. Alors ça peut paraître peut-être un petit peu abstrait ou un petit peu obscur, mais en fait c'est ce qu'on fait tous les jours dès qu'on a les yeux ouverts tout le temps en fait, en pratique, hein, dans le visible, pour voir en 3D. Donc on pense toujours qu'on voit en 3D parce qu'on a deux yeux, on voit en stéréo, oui c'est vrai, on a un peu de la 3D grâce à ça. Mais c'est pas le seul moyen. D'ailleurs, il y a 20% des gens qui ne voient pas vraiment en stéréo. Ils voient très bien en 3D. Hein. Ils peuvent conduire une voiture et ils ne se plantent pas dans tous les murs, etc. Pourquoi? C'est grâce au mouvement, en fait. On peut se boucher un œil, on peut se cacher un œil, marcher, conduire une voiture, etc. Ça va très bien marcher. On va voir en 3D. Il n'y a pas de problème de voir en 3D avec un œil. Pourquoi? Parce qu'on va se déplacer. Donc, il y aura un mouvement relatif entre notre œil et la scène. Donc, soit parce que nous, on bouge, soit parce que l'objet bouge. Et c'est en accumulant différents points de vue, d'accord, que notre cerveau derrière va accumuler toutes ces vues 2D qu'on voit avec un seul œil et va ensuite reconstruire un modèle 3D. C'est ce qu'on fait tout le temps. Si là, vous pouvez fermer un œil, vous savez très bien que je suis devant l'écran, parce que si je bouge un petit peu à droite à gauche, vous voyez qu'il y a une différence de parallaxe ici. Enfin, c'est très clair. En vision, on fait ça tout le temps, on s'en rend même pas compte, mais la vue 3D, c'est pas juste parce qu'on a deux yeux, c'est surtout parce qu'on se déplace et donc on voit différents points de vue du même objet. D'accord ? Ce qui est, bon, parce que c'est un peu le principe, c'est le même que d'avoir deux yeux. Et donc ça, c'est exactement ce qu'on va faire en CTFM, c'est qu'on veut utiliser le mouvement du sujet pour accumuler différents points de vue en rayon X. Et de fait avoir le mouvement et la forme. Donc pour faire ça, en fait, juste avec les rayons X, c'est un peu délicat parce qu'il y a un problème de dimensionnalité. Les rayons X, c'est volumétrique, donc juste avec une image 2D, on n'aurait pas assez d'informations. Donc l'idée, c'était donc de cumuler des caméras vidéo pour rajouter de l'information sans pour autant rajouter de la dose, et donc les cumuler avec des rayons X. Donc pour simplifier, donc on a plusieurs caméras vidéo qu'on combine, ça nous donne une surface donc en 3D dans le temps, très bien. On a les rayons X, ça nous donne une information volumétrique mais qui est projetée en 2D dans le temps. Et l'idée de notre méthode, c'est de les combiner pour finalement avoir le volume et dans le temps. Donc l'intuition de la méthode, hein, j'ai déjà mentionné, c'est de déplacer, à l'inverse d'un CT scanner où c'est le scanner qui tourne, là c'est vraiment de déplacer l'objet. Ça n'empêche pas de déplacer le canon rayon X aussi, hein, mais de déplacer l'objet. Ensuite d'estimer le mouvement en utilisant la vidéo, et puis de combiner tout pour refaire une reconstruction de type scanner CT. Alors, ce que je vous ai montré avant, donc ce genre de vue, donc là, ça c'est un rendu de données synthétiques qu'on a. Donc ça, je vous dis, c'est pas comme ça qu'on a voulu modéliser, on veut vraiment modéliser le mouvement. Donc ce qu'on fait en fait, c'est que notre système, on va pas le modéliser comme une série de scans 3D l'un après l'autre. On va le modéliser comme ce qu'on appelle un modèle canonique 3D. Donc c'est un scan pris à un instant choisi, quelconque, d'accord, qui est statique. Et on aura un modèle de déformation dans le temps. Donc, et c'est là que le modèle est assez puissant, hein, c'est qu'on n'a pas juste des scans indépendants les uns des autres, on déforme un modèle de référence. Ensuite, évidemment, on peut rendre de la même façon des snapshots, enfin tous les modèles à un instant T, et donc par convolution. Et donc l'idée de la méthode, c'est de reconstruire à la fois le modèle canonique, donc un modèle statique de référence, et le mouvement qui, en se déformant, va nous donner le volume. Moi, vu que j'ai pas beaucoup de temps, je vais peut-être passer sur ces détails. Donc maintenant, je vais vous montrer rapidement comment on résout ce système.
Donc on a mis en place plusieurs stratégies de résolution, parce que c'est pas très clair encore qu'est-ce qui sera le mieux. Donc soit des méthodes itératives, soit des méthodes avec inférence bayésienne. Mais ce que je voulais vraiment mentionner ici, c'est qu'on a des a priori très faibles. C'est-à-dire qu'on ne se dit pas « Ah, ça va être une main dedans, ah, ça va être un pied dedans ». On a vraiment, l'idée c'est de mettre quelque chose dedans qui bouge, et ensuite on va voir la reconstruction. On a quand même des petits a priori. Pourquoi? Parce qu'on essaie de faire avec très peu d'images, entre 20 et 30 images, pour vraiment diminuer la dose. Donc on a quand même besoin d'un peu d'informations supplémentaires. Donc le premier, c'est qu'on a une régularisation en norme Total Variation L1, donc l'intuition de ce nom barbare. C'est qu'en gros qu'on va avoir des gradients dans l'image qui soient éparses. Ou en d'autres termes, on veut en gros qu'il y ait des zones homogènes entre elles, qui soient potentiellement séparées par endroits par des grosses différences. Alors pourquoi on fait ça? Parce que ça correspond très bien, bon, quand même là, au tissu humain. Donc typiquement, vous avez un muscle, il est relativement homogène en image rayon X. À côté de lui, vous avez un os, peut-être pas le meilleur exemple, mais qui est quand même relativement homogène, d'accord, en rayon X. Et entre les deux, il y a quand même une frontière nette. C'est ce qu'on voit ici dans cette donnée simulée. Là, on a des tissus mous, des os, on a une frontière nette, mais eux-mêmes sont homogènes. Si on n'applique pas ce principe, donc si on fait une résolution numérique brute, on obtient ça. Ça, c'est parce qu'on n'a pas beaucoup d'images, les images sont bruitées, parce qu'on a des faibles doses. Mais là, l'optimum numérique, il va nous donner ça, d'accord? Donc c'est très très bruité. Si on applique ce petit prior de norme L1, on a quelque chose qui est beaucoup plus proche, probablement, de la réalité. Et la deuxième contrainte qu'on a, c'est qu'on a les mouvements internes qui sont faibles et relativement linéaires. Donc ça, c'est du fait qu'on capture le mouvement en grande partie grâce aux caméras qui sont le mouvement extérieur. On n'a pas le mouvement interne exact. On peut le compenser en partie avec une méthode de flow optique, sans rentrer dans les détails. Donc là, ce qu'on voit ici, c'est que l'idée générale, c'est qu'on a notre image 2D qu'on a capturée, le modèle qui est en cours d'optimisation. On fait la différence, et ici, par exemple, on voit qu'il y a un flow divergent, ça veut dire qu'en gros, le modèle n'est pas au bon endroit. Enfin, il apparaît trop gros, donc il est probablement trop près. Donc on a, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, on a deux méthodes pour estimer le modèle. Bon, typiquement, ce qui se passe, c'est qu'on fait la résolution brute, on applique le prior, l'a priori sur la norme L1, ensuite l'a priori sur la correction des petits mouvements de bruit. Et on a aussi un modèle un peu plus solide avec de l'inférence bayésienne. Donc c'est un modèle génératif de formation de l'image où on a modélisé le fait qu'on ait un volume, qui ensuite il est projeté, ça nous donne une image parfaite. Ensuite on a des erreurs géométriques, et ensuite on a des erreurs du bruit 2D. Et l'idée, c'est de faire de l'inférence maximum a priori bayésienne, donc c'est-à-dire d'inverser le modèle. Dans la réalité, en fait, évidemment, on n'a que les images bruitées, puis on veut revenir ici. Donc par hypothèse d'indépendance, par des méthodes similaires, donc on peut résoudre ce système. Alors je vais vous montrer les expériences des résultats sur deux jeux de données, un bras synthétique et une main humaine. Donc le bras synthétique, on a un mariage de surface. Et voilà, et donc qu'on a déformé. Et donc en données d'entrée de notre système, donc on a 23 images, enfin on a 23 modèles 3D pardon, de la surface, et on a donc 23 images rayon X d'un point de vue arbitraire. Donc voilà les résultats dans les coupes. Donc là on a les coupes qui descendent du doigt jusqu'à l'avant-bras. Donc là on a des résultats, et puis là c'est juste par comparaison encore sans la norme L1. Donc dans les zones relativement non complexe, ça marche relativement bien. Là où ça se complexifie un petit peu ici, c'est là qu'on voit que le manque d'image commence à peser. Donc on a une résolution des détails, en particulier entre les phalanges ici, qui est un petit peu limitée. Donc là, je vais juste vous montrer rapidement donc, toutes les données d'entrée, puisqu'on peut faire vraiment les résultats 3D. Donc là, c'est les coupes, c'est les mêmes que je vous ai montré avant. Donc ça, c'est les résultats, donc c'est le modèle canonique statique, donc le modèle de référence qui sera déformé, qu'on a obtenu au centre. Et donc ça, c'est le résultat. Donc on a notre modèle 3D dans le temps. Donc là, on a notre modèle synthétique qui plie la main. Et puis comme c'est vraiment 3D et dans le temps, on peut en même temps que que la vidéo joue dans le temps, donc là, l'utilisateur déplace le modèle pour regarder de tous les côtés à n'importe quel instant dans le temps. Donc c'est de la vraie 4D. Et donc après on a fait la même chose avec une main humaine.
Juste pour donner une idée, donc là on a un tout petit peu plus d'images, on a fait 30 images. Donc j'ai pas représenté les vidéos parce qu'on a directement depuis les vidéos les maillages. Ça s'est arrêté de jouer. J'espère que ça va jouer dans la continuité. Donc là, ça montrait un petit peu plus la résolution 6. Sauf que la vidéo s'arrête au milieu. Je vais voir si je peux la jouer à l'extérieur. Bon. Je peux mettre ça. Bon. Oula, d'accord. Ah non, c'est bon. Ouais. Donc voilà, donc là ensuite on a donc les maillages à un instant T, ensuite on fait la capture du mouvement. Là ce qu'on fait, je suis passé un petit peu vite, c'est que ça c'est les rayons X qui traversent donc à travers ce modèle, donc on modélise comment ils traversent. Ensuite là on les a déformés avec notre fonction de déformation, notre warp dans le temps pour les ramener dans le modèle canonique. D'accord. Et ensuite on a accumulé le mouvement dans le temps. Donc ça nous permet, donc là on a rejoué la scène donc en 3D de la main. Et de la même façon, après l'utilisateur, bon là on a arrêté le temps en même temps pour voir un peu mieux ce qui se passe. Et donc l'utilisateur ensuite peut tourner autour de la main, puis regarder ce que... Voilà. Le modèle donc 4D. Donc en conclusion, hein, je vous ai présenté le projet Camopi, un projet ANR collaboratif recherche entreprise, de capture et de modélisation du pied chaussé en mouvement. Le but c'est de capturer à la fois en vidéo et rayon X des pieds chaussés en mouvement. Deuxièmement, de faire une modélisation en particulier par élément fini du pied. Et troisièmement, donc ça nous permettra de créer des outils d'aide à la conception de chaussures pour améliorer le confort, la performance et le bien-être. Et donc j'ai passé un peu plus de temps pour vous montrer ce qu'on fait ici à l'INRIA avec Kinovis en particulier sur la capture et la modélisation hybride, donc on a appelé CTFM. Le concept clé, c'est de capturer en volume avec les rayons X, de capturer le mouvement avec la vidéo en 3D, et puis de combiner les deux, vraiment pour obtenir la reconstruction de la forme et du mouvement en 3D dans le temps. Merci.